Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Cette semaine, le prix du Bitcoin est repassé sous les 110 000 $ et les traders en ont beaucoup souffert dès lundi puisque ce jour-là, plus de 3,5 milliards de dollars ont été liquidés sur les plateformes d'échange crypto. Cet événement s'est répété à plus petite échelle jeudi avec 1,2 milliard de dollars liquidés. Mais rien de tout ça n'a empêché Arthur Hayes de publier mardi un billet de blog affirmant que le prix du Bitcoin pourrait monter jusqu'à un maximum purement théorique de 3,4 millions de dollars d'ici 2028. Tout comme sa prophétie d'il y a quelques mois qui ne vous avait pas convaincu, celle-ci semble aussi plutôt douteuse. D'autant plus que pour arriver à ce chiffre, il s'est exclusivement basé sur la quantité d'argent que Trump et ses comparses pourraient imprimer d'ici 2028, en supposant qu'une fraction de cet argent se dirigerait vers le Bitcoin comme elle l'a fait pendant la période Covid. Ça fait beaucoup de suppositions. Cela dit, au moins il le précise lui-même, ces 3,4 millions de dollars, ce n'est qu'un maximum théorique. Il ne croit pas vraiment que ça partira aussi haut, son calcul sert uniquement à tenter de déterminer vers où le prix devrait se diriger. Et ce serait donc à la hausse. Mais à titre personnel, je préfère juger les gens par leurs actions que par leurs paroles. Et cette semaine, il se trouve qu'on a également appris que le même Arthur Hayes aux 1000 prédictions bullish, qui avait récemment prédit que le jeton hyper liquide verrait son prix multiplié par 126 d'ici 2028, vient tout juste de vendre 5 millions de dollars en jetons hyper liquides après avoir fait 19% de bénéfices, soi-disant pour se payer une Ferrari. Et sauf erreur de ma part, 1,19 c'est un peu plus petit que 126. Donc tout ça donne surtout l'impression de quelqu'un qui voulait s'assurer d'avoir assez de liquidité au moment de vendre, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur SteadyLaz, quand notre analyste Kara dit quelque chose, ça se traduit par des actes concrets et des résultats clairs et nets. Pour ceux qui ne connaissent pas, SteadyLaz c'est une plateforme conçue pour vous permettre d'apprendre le trading en observant comment un trader professionnel fait pour gérer un portefeuille de 100 000 $. Tout y est expliqué. Il y a des résumés écrits, hebdomadaires et mensuels, des lives avec lui chaque semaine, un forum dédié pour poser vos questions, etc. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour bénéficier de notre offre de lancement qui se termine dans quelques jours. Bref, revenons-en aux actualités avec l'annonce jeudi par le média Fortune que Kraken avait terminé sa levée de fonds de 500 millions de dollars. La célèbre plateforme d'échange y était valorisée à 15 milliards, mais le commun des mortels risque fort de ne pas pouvoir acheter à cette valorisation quand l'entreprise arrivera en bourse en 2026. D'après Kraken, ils ont eu à peu près 1,2 milliard de dollars de revenus sur 3 trimestres, donc on pourrait extrapoler à 1,6 sur 4 trimestres, ce qui ferait un ratio PE légèrement inférieur à 10 avec une valorisation à 15 milliards. Étant donné que Coinbase par exemple a un ratio PE supérieur à 30 actuellement, il y a des chances de voir Kraken valorisé aux alentours des 45 à 50 milliards une fois que le cours de l'action se sera stabilisé. Le lancement en bourse de l'entreprise pourrait donc être une bonne opportunité d'investissement si la valorisation est plus basse que ça au moment du lancement. Cependant, il n'y a pas que des bonnes opportunités en bourse, et le jour où Tether y arrivera, ça risque effectivement de ne pas être une très bonne opportunité. D'après Bloomberg, il cherche actuellement à lever 15 à 20 milliards de dollars pour 3% des parts, c'est-à-dire une valorisation d'environ 500 à 600 milliards de dollars qui les amènerait directement au niveau de Mastercard et Visa. Mais dans ce cas, c'est légèrement différent puisque les négociations avec leurs investisseurs ne sont pas encore terminées. Les montants indiqués par Bloomberg ne représentent finalement que ce que Tether espère obtenir. Même si j'espère très fort que je vais gagner au loto quand j'achète un ticket, pour l'instant ça n'a pas marché. Bien sûr, les probabilités de gagner le gros lot sont plus élevées pour Tether que pour moi, mais rien n'est garanti. Et c'est encore moins garanti que ça soit intéressant pour vous s'ils finissent un jour en bourse, puisqu'on peut assumer que les investisseurs avec qui ils sont en train de discuter aujourd'hui auront eu droit à un tarif préférentiel. Et maintenant, passons à une info qui concerne leur concurrent numéro 1, Circle. Dans un article publié par le Financial Times, le président de la société a déclaré qu'ils étudiaient actuellement la possibilité de faire en sorte que les paiements réalisés en USDC soient réversibles. Comme il l'explique, il y a une tension inhérente entre la capacité à transférer quelque chose immédiatement et l'irrévocabilité du transfert. En cas d'erreur ou de piratage, les fonds sont définitivement perdus immédiatement dans la majorité des cas. Mais en même temps, vouloir des transactions réversibles en cas de fraude, c'est permettre à n'importe quel bureaucrate autocrate de censurer des transactions pour raisons politiques sous prétexte que les gens qu'il n'aime pas sont des fraudeurs. Clairement, ce genre de résultat n'est pas particulièrement appréciable. Mais au moins, il semblerait que l'idée ne soit pas de rendre toutes les transactions en USDC potentiellement réversibles. Pour être exact, il a expliqué qu'il y avait des débats en cours sur l'idée de la réversibilité sur certaines blockchains, dans certaines circonstances, si tout le monde est d'accord. Ce qui semble plutôt raisonnable dans le cas d'un jeton qui peut déjà être gelé sur ordre d'un juge de toute façon. Tout le monde le sait, ce n'est pas sur l'USDC qu'il faut compter pour être totalement libre de toute interférence gouvernementale. Et puis il n'y a pas que du négatif, l'article mentionne également qu'il réfléchissait à mettre en place un système permettant de choisir de révéler ou non les montants des transactions et les soldes de compte sur la chaîne ARC. Ce qui est plutôt une bonne chose, même si pour le coup, ça ne serait proposé que sur une chaîne conçue pour être totalement centralisée, donc encore une fois, ce n'est pas exactement le genre de chose qui empêchera les bureaucrates autocrates de faire ce qu'ils veulent. Ensuite, en Europe, nous avons eu cette semaine des nouvelles de l'euro numérique.
Vendredi, d'après Reuters, les ministres des Finances européens se sont mis d'accord avec la BCE sur une feuille de route pour le lancement de cette nouvelle monnaie et sur les conditions de ce lancement. Quel montant sera émis par la BCE, quelles seront les limites de montant pouvant être détenues par les utilisateurs, etc. Parce qu'il faut rappeler, il était question de permettre aux gens de détenir seulement 1500 à 4000 euros numériques en même temps. Ce qui en ferait pour beaucoup de gens un mode de paiement assez peu pratique nécessitant des virements entrants et sortants constamment pour éviter de dépasser la limite. Quoi qu'il en soit, il semblerait que pour l'instant le délai de lancement soit entre 2 et 3 ans, et c'est plutôt ça qui est gênant. Car malheureusement pour la BCE, elle risque fort de se faire coiffer au poteau par un consortium de 9 banques européennes qui a annoncé sa naissance dans le but de développer une monnaie stable indexée sur l'euro. Peut-être bien que cette monnaie stable deviendra l'euro numérique à la place de l'euro numérique. Peut-être que ce sera un euro numérique pour les gouverner tous, ou peut-être juste un euro numérique destiné à leur permettre de tenter de se tailler une part du gâteau avec 10 ans de retard sur Tether et compagnie sans vraiment innover. Car cette nouvelle monnaie stable n'offrira visiblement absolument rien de nouveau. Il est seulement question de paiement à faible coût et quasi instantané, de programmabilité, etc. Très impressionnant en 2005, complètement banal en 2025. Et puis cette monnaie stable sera évidemment compatible loi MiCA et donc beaucoup moins compatible Cypherpunk. Elle sera disponible d'ici à peu près un an. On ne sait pas encore sur quelle chaîne elle pourra être déployée, ni combien ils en émettront pour commencer, mais une chose est sûre, la concurrence est rude. Et ils vont avoir beaucoup de mal à se faire une place au soleil. Je pense notamment au prédécesseur, l'Euro Convertible de SG Forge, qui représente encore, malgré son lancement il y a bientôt 2 ans, l'équivalent d'un grain de sable perdu au milieu du Sahara face aux monnaies stables basées sur le dollar comme l'USDC et l'USDT. Quoi qu'il en soit, nous avons fini avec les actus de la semaine, alors je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt!